Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine? C'est ce qu'on voit chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs, Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir et animateur du populaire balado Une tasse de tech, et Fabien Major, professionnel de la finance et concepteur et animateur du populaire balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine. Amazon a annoncé dans ses derniers résultats trimestriels une grosse perte dans sa division autres produits. Et en regardant ça de plus près, ça jette une certaine inquiétude sur certains des produits sur lesquels justement elle travaille depuis plusieurs années. Alain. Oui, peut-être son produit phare, en fait, parce qu'on parle d'Alexa, l'assistant numérique, qu'Amazon a lancé il y a 8 ans cette année, après avoir acheté une entreprise polonaise qui s'appelait Innova. Alexa, c'est la commande vocale aussi qu'on trouve sur les enceintes connectées Echo et les différents produits déclinés de cette gamme-là. Et ce qu'on s'est aperçu en fouillant dans les statistiques, en tout cas ce que les médias spécialisés américains ont découvert, c'est que la perte au dernier trimestre pour cette division-là seulement serait essentiellement attribuable à Alexa et aux produits Echo. Et elle serait de 3 milliards de dollars pour le trimestre seulement, en route vers une perte annuelle de 10 milliards de dollars, ce qui est énorme là, pour une catégorie de produits comme celle-là. Ce dont on s'inquiète, en tout cas ce que les gens qui ont analysé ça disent, c'est que la stratégie derrière les produits Echo, c'est qu'Amazon a toujours voulu vendre au prix coûtant ou à peu près les produits de cette gamme-là, en espérant que les gens qui les achetaient en utilisant Alexa comme commande vocale finiraient par s'abonner ou par acheter d'autres produits chez Amazon et finiraient par renflouer les coffres et générer des revenus et des profits, évidemment. Et ça n'a pas été le cas. Et là, ça fait 8 ans que ça dure. Donc, on commence à s'impatienter un petit peu. À l'interne, chez Amazon, ce qu'on dit là de façon anonyme, c'est qu'Alexa serait un échec colossal et un manque monumental d'imagination de la part des dirigeants d'Amazon pour développer ce créneau-là. Donc, ça regarde pas très bien. Amazon, on le sait, a annoncé il y a quelques jours, en fait peut-être 2 semaines environ, qu'ils allaient couper 10 000 postes dans l'administration et la gestion de son entreprise. Et ce qu'on commence à imaginer, c'est que la plupart de ces postes-là pourraient être des gens qui travaillent au développement d'Alexa. On le sait, le marché des assistants numériques, c'est un marché un peu vague. Là, il y a essentiellement Amazon, Apple et Google qui sont là avec leur plateforme, qui est très populaire au niveau des appareils connectés pour la maison, pour la voiture, des choses comme ça. Et là, ce qu'on imagine, c'est que au minimum, on pourrait arrêter de voir des nouveaux produits lancés par Amazon de la gamme Echo. On pourrait ralentir le développement d'Alexa, ce qui pourrait avoir un effet plus large que juste chez Amazon, parce que c'est une plateforme à laquelle se connectent beaucoup de gens, beaucoup de producteurs, soit d'appareils connectés ou de services connectés à travers la commande vocale et les enceintes Echo, justement. Et ce qu'on craint le plus, évidemment, c'est qu'Amazon décide carrément de se défaire et arrête de supporter toute la plateforme Alexa en estimant que ça lui coûte trop cher. Ça va être à suivre, évidemment, là, mais ça va dans l'air du temps. On en parlait la semaine dernière, entre autres avec Google, qui se fait critiquer aussi par certains de ses actionnaires pour à peu près les mêmes raisons, d'avoir investi dans des créneaux de produits qui sont pas encore très rentables. Donc, ça va être à suivre, mais évidemment, comme les coupures chez Amazon s'en viennent, ils devraient être détaillés dans les prochaines semaines. On va savoir bientôt là, où s'en va Amazon avec sa plateforme Alexa. Mais est-ce que c'est pas quand même un petit peu surprenant, c'est-à-dire qu'il y a une perte peut-être, mais effectivement les produits sont quand même très utilisés. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, on en entend parler, et en même temps, à quel point est-ce que on voit vraiment dans les états financiers à quel point il y a une contribution indirecte de ces produits-là à l'écosystème d'Amazon dans l'ensemble? C'est une bonne question parce que c'est pas une critique qui a jamais été entendue chez Amazon. Il y a plusieurs années, en fait, avant que Amazon devienne le géant du commerce électronique qu'il est aujourd'hui. Beaucoup d'actionnaires critiquaient le fait que Amazon réinvestissait massivement ses bénéfices dans la recherche et le développement d'autres produits. Et souvent, cette stratégie-là de vendre des produits au prix coûtant ou d'offrir des services au prix coûtant est ce qui a permis à Amazon de devenir le géant qu'il est aujourd'hui sur Internet. Est-ce que la même stratégie pourrait être utilisée du côté d'Alexa? Donc, on serait au stade en ce moment où c'est pas très rentable, mais ça pourrait le devenir plus tard. C'est pas impossible non plus. Évidemment, la direction d'Amazon ne s'est pas encore prononcée sur la question, mais ce serait pas impossible qu'on aille complètement dans l'autre direction et qu'on se mette à offrir des services à valeur ajoutée qui coûteraient plus cher, ou qu'on offre même, parce que ça aussi c'est dans l'air du temps, une version d'Amazon qui serait une version d'Alexa qui serait utilisée par abonnement seulement. En même temps, c'est peut-être du côté du hardware, des produits physiques, notamment dans la gamme Echo, que c'est peut-être plus difficile parce que Amazon n'a pas toujours eu de très bons résultats jusqu'à présent quand ils se sont lancés dans le matériel. Les gammes de produits avec le Kindle, ça fonctionne très bien quand même de façon générale. Les produits Fire, par contre, le téléphone Fire, par exemple, n'a peut-être pas eu le succès qui était escompté. Non, exact. Puis
Puis en fait, c'est deux beaux comparatifs parce que dans les deux cas, c'est la même chose. Les Kindle, au départ, étaient vendus pas très cher en espérant que les gens s'abonneraient au service de livres numériques. Et les Fire, c'est un peu la même chose. C'est des tablettes, c'est des produits généralement basés sur Android qui étaient vendus pas très cher en espérant là aussi que les gens s'abonneraient, par exemple, au service Prime pour générer des revenus récurrents. Dans un cas, ça a bien marché. Le Kindle est un géant dans le livre numérique. Les produits Fire, eux, ont moins bien levé. Donc là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les produits éco sont un peu à cheval entre les deux situations. La suite va être intéressante du côté d'Amazon, il n'y a aucun doute. Deuxième chose à retenir cette semaine, le marché immobilier canadien est en baisse et les prix vont continuer à baisser jusqu'au printemps de l'année prochaine, jusqu'au printemps 2023. Fabien. Oui. C'est ce que dit Benjamin Tal, qui est l'économiste en chef de la banque CIBC. Et M. Tal mentionne que ce qui est très particulier, c'est que la pandémie a provoqué une micro-récession à l'intérieur du Canada. Et c'est la plus asymétrique de l'histoire. Tous les emplois perdus étaient ceux qui rapportaient peu et qui étaient occupés par des locataires. Les acheteurs de maisons potentielles, pendant ce temps-là, ils ont conservé leur emploi en travaillant sur Zoom, sur Teams, et ont continué de gagner des revenus, parfois des revenus bonifiés, justement, parce qu'ils faisaient du télétravail. Il y avait des primes et il y avait, bien sûr, des subventions. Alors, les taux d'intérêt étaient au plus bas, si bien qu'il y a eu ruée sur le marché de l'immobilier. Et selon M. Tal, il y a eu à ce moment un phénomène de chargement frontal. On peut emprunter sur l'activité future pour profiter des bas taux d'intérêt. Et ce futur, il est maintenant. Alors, on va donc faire une réallocation de l'activité sur le plan temporel. Et c'est tout à fait sain, selon lui, cette baisse. Il y a eu augmentation. Si je donne un cas de figure, une maison qui se vendait 500 000 $ avant la pandémie, les prix ont augmenté. Elle se retrouve en février à 730 000 $. Et là, maintenant, avec la contraction, on voit une contraction de 20 % depuis le pic de février, ce qui fait que la valeur de cette même maison, c'est à peu près de 584 000 $. Les prix vont continuer à baisser, mais pas vraiment plus loin que le printemps. Ensuite, ça va se stabiliser, selon lui. Donc, il y a vraiment une contraction du marché immobilier au Canada. Mais donc, quand on regarde avec un tout petit peu de recul, c'est une chute assez importante sur un court laps de temps, mais sur un horizon de 3-4 ans, finalement, ça va être une croissance plus modérée. C'est moins pire. En tout cas, ça ne se compare pas du tout avec des grandes crises immobilières comme celles qu'on a eues peut-être dans les années 90. Non, absolument pas. Mais ce qui fait que les gens qui s'imaginaient que la croissance immobilière était de 10-20 % par année, là, tout ça, il y a un reset qui se fait. Mais il y a une grande différence, comme tu mentionnais, entre la correction actuelle et les déclins sévères dans les années 90. Habituellement, quand l'économie se porte mal, le marché immobilier ralentit et l'offre augmente. Les gens doivent vendre leur propriété. Dans le cas présent, on n'observe pas de vente de panique. C'est surtout ça. Ça se fait graduellement. L'inventaire n'augmente pas de manière vraiment dramatique. Mais si les gens peuvent retenir quelque chose, justement, de notre entretien ce matin, attendez un peu, peut-être après les fêtes, si vous avez les moyens, si votre projet, vous souhaitez le concrétiser d'achat d'une première maison ou d'une seconde, définitivement, les prix s'en vont vers le bas. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif ? Un parallèle très intéressant entre le monde de l'aviation et la planification financière. Je reçois un pilote d'aéronef, en fait, il est animateur, il est chroniqueur, Patrick Benoît, qui travaille à l'émission Salut Bonjour et est aussi depuis 20 ans un pilote amateur. Et on fait le tour des parallèles, mais aussi je vérifie auprès des grandes compagnies qui travaillent dans le monde de l'aviation, les grands transporteurs, les fabricants d'appareils, quelle a été la performance cette année. Depuis 2 ans, on sait que, bien sûr, ça a été frappé de plein fouet par la pandémie, mais est-ce qu'il y a amélioration? Je réponds à cette question. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique dans Info Bref, Votre Argent, notre infolettre de fin de semaine? Encore une fois, des enseignements de la pandémie. Un portefeuille standard équilibré, on disait que c'était 60-40. 60% en titres de participation en actions et 40% en revenus fixes, obligations. Ça ne semble pas vraiment fonctionner si jamais on vivait une période semblable, c'est-à-dire que les actions et les obligations baissent simultanément. Pour préserver le portefeuille, ça prend autre chose et c'est ce que je vais vous apprendre. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Une tasse de tech?
Ben, on a vu durant la pandémie beaucoup d'employeurs en fait numériser leur offre de services, que ce soit la couverture par assurance ou de soins de santé là, à leurs employés. Alors on en parle avec les gens de Green Shield Canada qui parlent aussi du futur de cette évolution numérique là des couvertures en entreprise, entre autres comment ça pourrait s'harmoniser entre la couverture d'assurance, les soins de santé offerts à distance, tout ce qui est télémédecine et aussi la gestion de feuilles de temps au niveau des ressources humaines. Tout ça bientôt pourrait devenir un seul système très automatisé. On en a parlé, c'est assez passionnant. En fait, ça a l'air un peu sec comme ça, mais c'est très passionnant comme sujet. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique sur les meilleurs produits techno dans l'infolettre Info Bref Votre Argent cette fin de semaine? Ben, on se prépare pour le temps des fêtes, hein. C'est le vendredi fou et tout ça là, en fin de semaine. Alors, on a des coups de cœur, en fait, pour ceux qui ne regardent pas la dépense ou en tout cas veulent vraiment se gâter ce Noël. On a 6 suggestions qui sont très intéressantes. Merci à tous les deux. En passant, les liens vers vos balados et puis vers vos chroniques sont toujours dans les notes de cet épisode. On vous retrouve la fin de semaine prochaine pour un épisode à retenir de ce balado Info Bref Affaires. Et moi, je vous retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières sur votre plateforme de balado préférée et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires pour aider à faire découvrir ce balado. Merci, à bientôt.